Bonjour professeur, merci infiniment d'avoir accepté cette interview pour Omerta. Bienvenue, il me semble que c'est la première fois pour notre média. Pour notre média. Alors je vous présente brièvement pour ceux encore qui ne connaîtrait pas l'homme que vous avez été et que vous êtes toujours, ce que vous incarnez. Vous êtes infectiologue et microbiologiste et vous avez été également pendant 11 ans directeur de l'IHU en maladies infectieuses de Marseille. Vous avez été pendant la pandémie une des figures qui s'est dressée, on va dire, vous avez incarné d'une certaine manière le panache français contre toutes les impositions de la vaccination, toutes ces méthodes, et vous avez été l'un des premiers à parler de l'hydroxychloroquine. Aujourd'hui, avec quasiment 5 ans de recul sur ce qui s'est passé, est-ce qu'on est capable de dire ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et finalement d'avoir des responsables de cette situation? un un changement structurel majeur dans les sociétés occidentales, qui est peut-être plus marqué d'ailleurs en France, en Angleterre et aux États-Unis. On voit d'ailleurs que les États-Unis ont une réaction très brutale sur ce phénomène-là, qui est la proportion de gens qui travaillent dans le tertiaire, c'est-à-dire qui ne produisent pas, qui est passée en un siècle de 30% à 80%. Et donc, en réalité, bien entendu, les gens qui ne produisent pas, petit à petit étendent leur activité sur ceux qui, eux, produisent, font quelque chose de leurs mains, de leur cerveau, de quelque chose. Et ce qu'ils font, c'est de la réglementation, c'est de la substitution. Ils pensent réellement que, ils savent mieux que les praticiens, qu'il s'agisse, moi, chez les paysans, les seuls que je connaisse bien, c'est les viticulteurs. Les viticulteurs, ils sont dans la même situation que les médecins ont eu. C'est-à-dire, on leur dit ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Il y a un gendarme, il y a un douanier par viticulteur. Donc, il y a un surinvestissement en lois, en règlements, etc., qui fait que les gens qui sont là, parce qu'ils sont la très grande majorité, pensent qu'ils savent mieux comment on fait. Mais moi, j'ai eu l'impression pendant toute cette crise que les gens qui s'occupaient de ça avaient une notion des épidémies qui venaient des jeux vidéo, vous voyez? C'est-à-dire qu'ils disaient, écoutez, voilà, c'est pas compliqué, on met un masque, on appuie sur le bouton, tchic, tout le monde a un masque devant le nez, et donc ça va arrêter l'infection. Mais c'est complètement, c'est la preuve. Il faut des praticiens pour discuter, parce que quand vous êtes un praticien, vous voyez que les gens, ils enlèvent leur masque, ils se mouchent, ils se tripotent le nez si ça les gratte. Donc tout ça, c'est pas si simple que ça. Alors, ça marche pas. Et maintenant, avec le recul, alors, en particulier, là, il est sorti un très bon travail fait par le type qui est la star mondiale de l'épidémiologie, qui montre qu'aucune de ces mesures n'a marché. Rien. Il a étudié le truc sur lequel il y a eu parmi les mesures les plus strictes de toutes, qui était l'Autriche, si vous voulez. Et il montre que ça marche pas. Le masque ne marchait pas. On savait très tôt. Alors, moi, j'ai essayé de faire cette étude en France, mais les gens n'ont pas voulu participer avec moi. On savait très tôt en Italie, en Espagne, par exemple, que les gens confinés avaient eu plus d'infections que les gens non confinés. Ce qui est évident pour quelqu'un qui fait des maladies infectieuses, c'est dans un pays dans lequel on ne faisait même pas les tests, si vous enfermez les gens entre eux et que vous ne savez pas qui est malade, je vous assure qu'à la fin, tout le monde est malade. Et Mhm. ça, on pouvait très bien le savoir dès qu'il y a eu les techniques pour regarder si on avait été infecté. Eh bien, l'Italie et l'Espagne ont fait ça. Ils se sont rendus compte que ceux qui avaient l'obligation de sortir, parce qu'ils faisaient des métiers dans lesquels on ne pouvait pas être confiné, étaient moins malades que ceux qui étaient assez. Nous, on a fait une étude chez les gens qui soignaient à l'IHU, et le taux d'infection des gens à l'IHU n'était pas différent de celui du taux des gens qui étaient dans le reste de la ville de Marseille. Donc, ce qui veut dire qu'avec quelques précautions simples, si vous voulez, on pouvait gérer la contagion, et qu'en tout cas, les mesures qui ont été prises ne permettait pas de gérer la contagion. Et on l'a vu, parce que de toute manière, y compris ceux qui pensaient qu'il y avait, on n'était pas les seuls hein, à se tromper, c'est une erreur générale, c'est une erreur de sentiment de puissance de l'administration qui touchait l'OMS, qui touchait la FDA aux États-Unis, le NIH, qui touchait tout le monde.
Et il y a beaucoup de pays qui ont fait comme stratégie ce qu'ils appelaient le zéro Covid. C'est les pays qui ont une île ou qui ont des Oui, frontières extrêmement contrôlées, où ils laissaient rentrer personne. Alors ça a marché. L'idée générale, qui est une idée, encore une fois, de jeu vidéo, hein, c'est on ferme tout, on vaccine tout le monde, après on ouvre et c'est fini. Sauf qu'il n'y a aucun vaccin qui a permis jamais de contrôler la contagion des infections respiratoires virales. Il y en a zéro dans l'histoire de l'humanité. On pourrait toujours penser que ça allait marcher, mais ça marche pas. Voilà. Et puis on savait très très tôt que on pouvait faire plusieurs infections avec ce virus et que donc si ce virus n'est pas immunisant, le vaccin ne sera pas immunisant. On n'a pas d'exemple de vaccin qui soit immunisant dans des maladies qui ne sont pas immunisantes. Ça marche pas. C'est de la science basique, ça, hein, mais pour les jeux, les gens qui jouent aux jeux vidéo, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, quand il s'est passé après le zéro Covid, j'invite tout le monde à regarder par curiosité, hein, l'exemple le plus spectaculaire, qui est celui de la Corée du Sud. Donc, la Corée du Sud a bloqué oui, ses frontières. Ils n'ont pas eu de cas, zéro Covid. Ils ont vacciné tout le monde. Ils ouvrent les frontières et chut, ils ont autant de cas que les autres et la même, après toute la vaccination, la même mortalité que les autres, c'est-à-dire 1 pour 1000 de la population testée. D'accord. Donc, oui, c'est pas vrai. Le vaccin a empêché ni l'épidémie, ni la mortalité. Et ça, c'est des données qui sont pas les données publiées. Vous savez, je connais trop ça pour le croire. Quand on me dit Mm. 99%, moi, je voyais, si vous voulez, j'avais un écran en face de mon bureau. C'est une des raisons pour lesquelles une telle hâte de me chasser, si vous voulez. J'avais un écran où on voyait tous les gens qui passaient à l'IHU se faire tester. Et dedans, dès que le vaccin a commencé, on marquait une colonne des vaccinés, une colonne des non vaccinés. Et très rapidement, on s'est rendu compte que la proportion des positifs chez les vaccinés était la même que chez les non vaccinés. Donc nous, c'est pas des opinions qu'on avait, ce qui est d'ailleurs une chose que j'ai pas réussi à, ou que personne n'a voulu regarder. Nous, quand on parlait des traitements, tous les jours, on regardait le nombre de morts, les charges virales, qui pouvaient sortir, parce que on n'avait que 90 lits, il y avait une pression très importante d'hospitalisation, et puis ensuite on a vu jusqu'à 100 personnes en plus en hôpital de jour. Donc on ne parlait que de choses que l'on voyait. Donc c'est pas médié, tandis que je comprends bien que même pour vous, c'est compliqué, vous devez Mm. faire le choix entre ce que dit l'un et ce que dit l'autre. Mais moi, je n'avais pas besoin de faire le choix entre ce que dit l'un et l'autre. Moi, je le voyais de mes yeux. Sauf qu'il y a une différence, il y a ce qui est constaté sur le terrain et ce que les réunions de conseils scientifiques peuvent conclure à partir de leurs propres émanations, j'ai envie de dire. Et là, on était sur des échantillons que vous constatiez tous les jours. Voilà, des... Puis personne, il n'y a pas eu un endroit au monde où on ait traité autant de personnes de ça. Nous, on a traité 30 000 personnes. D'accord? On a fait 200 000, on a fait 1,2 million de tests, on a testé, on a trouvé 200 000 personnes positives et on a traité 30 000 à l'IHU. Ça n'existe nulle part au monde. Donc, on a une expérience, mais après, vous savez bien aussi bien que moi, sur un plateau de télévision, vous mettez un type qui est néphrologue, un qui est un pharmacologue, qui a jamais vu un malade, et vous mettez ces gens, ils donnent leur opinion, et elle dit, mais vous voyez bien, enfin, lui, il dit ça, et vous vous dites ça. Mais attendez, non, mais ça, on parle pas de la même chose. Euh, Ouais, moi, je vous parle d'expérience. En plus, j'ai pas beaucoup de temps à perdre, donc vous avez bien vu, je vais pas dans les plateaux. Le seul, c'est parce ouais, qu'il est sympathique. Ça ne va pas porter bonheur, c'est Hanouna qui s'est fait virer. ouais. Mais sinon, Ouais, j'ai pas de temps à perdre à faire ça. Ça m'intéresse pas. Moi, ça m'a pas. Ce qui est une d'ailleurs, qui a été une source d'irritation et d'inquiétude très importante pour les politiques et pour les journalistes, pour qui la notoriété se monnaie. Moi, ma notoriété, je la monnaie pas. Donc, je veux pas faire de politique, je veux pas être élu. Je pense que c'est un métier impossible dans la situation actuelle. Et mm, donc, c'est pas mon problème, la notoriété. C'est arrivé, mais moi, j'avais pas d'intérêt particulier. Moi, mon intérêt, c'était de dire, bien avant que commence ça, je trouvais qu'il y avait un fossé entre la connaissance que nous avions, nous, qui étions sur le front mondial, hein, il ne faut pas se leurrer, hein, et même nos collègues de maladies infectieuses connaissent rien à ce qui s'est passé depuis 20 ans. Ils n'en savent rien. Et donc, il faut bien essayer d'avoir, même si ça touche une toute petite partie de la population, il faut bien qu'il y ait une tentative pour les informer. D'accord.
Et ça a été très intéressant. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles on a subi, nous, une guerre effroyable, si vous voulez, d'une part des gens qui ne savent pas, et d'autre part des gens qui, de la même manière qu'il y a un monopole de l'information dans les médias traditionnels, il y a un monopole de l'information dans les médias scientifiques aussi. Et si vous transgressez l'information des médias scientifiques, eh bien, ils ont créé un outil qui est très intéressant, hein, qui s'appelle l'outil de rétraction. C'est-à-dire qu'on peut vous rétracter un article après qu'il l'ait évalué, parfois il y a 20 ans. Hein. Il y a quelqu'un, une bande organisée là, qui met sur un site de délation en ligne ce qui a été un des éléments émergents de notre société qui est incroyable. On est passé des lanceurs d'alerte qui ont autorisé la délation anonyme. Et maintenant, tous Oui. les gens qui font de la délation anonyme, comme on faisait pendant la guerre de 39-45, hein, la délation anonyme, c'est devenu maintenant un honneur de faire de la délation anonyme. C'est-à-dire que vous pouvez dire n'importe quoi, personne ne sait qui vous êtes, ni si vous êtes compétent, mais les gens qui ont les deux plus gros, ou les trois plus gros euh, éditeurs scientifiques, Mhm. qui sont actuellement dans une bagarre terrible parce que les Chinois et les Indiens arrivent sur le marché et que donc ils voudraient garder le monopole de la transmission, parce que c'est là que se font la publicité pour l'industrie pharmaceutique en pratique. Hein. Donc le groupe Elsevier, le groupe Nature, qui sont tenus par des fonds de pension, qui sont plus du tout tenus par des scientifiques, pas du tout. Mais ça, Et bien entendu. je disais, pardon, je me permets de vous couper, mais ça met en avant finalement ce que vous dénoncez quasiment dans chacune de vos interventions, ce sont les conflits d'intérêts. Puisque vous avez un financement de groupes pharmaceutiques qui va quelque part dire ceci peut être publié ou ceci ne peut pas l'être. Bien sûr, mais vous savez, moi j'ai eu plusieurs expériences avant ça. Bien sûr, le Lancet Gate, le truc Bien d'Elsevier, sûr. qui fait que Elsevier est dans une situation très critique de crédibilité. On vient, ils ont d'ailleurs, sous une poussée incroyable, si vous avez la curiosité de le faire, on a posté, on a mis en préprint un article qui réfute les arguments pour lesquels ils ont rétracté le premier papier sur l'hydroxychloroquine, qui est un tissu de mensonge. Hein. Ce pourquoi ils ont fait rétracter ça, c'est incroyable. Y compris, il y a un professeur de pharmacologie qui a dit que il y avait maintenant 30% des bactéries respiratoires qui étaient résistantes à l'azithromycine et le centre de référence dit à 3%. Donc c'est des mensonges qui ne tiennent pas la route, c'est-à-dire que personne ne vérifie. Et donc on sait ce qu'est l'objectif et après on agglomère deux ou trois choses. Voilà, mais si vous regardez maintenant, on le sait, nous on a regardé, c'est frappant dans l'équipe de Nature, si vous voulez, ils ont augmenté leur portefeuille de manière significative. Et dedans, il n'y a plus d'académiques là-dedans. Les gens, le rédacteur en chef qui nous a le plus embêtés, là, c'est un Polonais, il a zéro publication. Les rédacteurs en chef de ça, il a des opinions très tranchées sur la science. Hein. Donc, si vous voulez, la même chose que vous voyez sur les plateaux de télévision, c'est la même chose qui se passe dans l'industrie des journaux. Alors, il y a quelques exceptions, il y a quelques endroits dans lesquels il en reste quelques-uns, mais pas beaucoup. Et puis, quand vous voyez l'histoire du Lancet Gate, moi, je connais bien de l'intérieur, j'ai vu comment ça s'était passé. Ben, les types, ils démissionnent pas, ils font un truc qui est le plus scandaleux qu'on puisse imaginer. Personne ne peut croire une chose comme ça. Ou l'autre Molimar, là, qui explique que l'hydroxychloroquine. Il y a eu une année où il y a eu plusieurs tonnes de chloroquine qui ont été produites. Moi, j'ai calculé, je sais pas combien, je crois qu'il y avait 110 milliards de comprimés qui ont été distribués cette année-là. Et donc, on aurait découvert maintenant que c'était toxique. Ouais. C'est des fous. Mais on ne sait pas comment. Enfin, si, moi je sais bien comment ça prend parce que je connais le principe de la propagande. Hein. C'est purement de la propagande, c'est-à-dire on répète dans les journaux télévisés, dans les journaux de trucs, c'est vrai, c'est toxique, c'est toxique. Et du matin au soir, et à la fin, les gens le croient. Vous savez, il n'y a pas de texte religieux qui ne disent pas, ils ont des yeux, ils ne savent pas regarder, ils ont des oreilles, ils ne savent pas entendre. Tous, le Coran, la Bible et Matthieu dans les évangiles. Tous. Oui. Tout le monde sait ça, voilà.
est-ce que finalement la science aujourd'hui est devenue quasiment une foi? Parce que ce que vous décrivez finalement, c'est à force de matraquer une vision, un angle de vue à la population, et si on le fait à une certaine échelle, une certaine quantité, bah, ça devient une vérité. On est donc dans le domaine de la foi. De la foi. Oui, il y a toujours eu il y a toujours eu un mélange entre la foi et la science, hein, toujours. Mais là, on vit une époque qui a bien été décrite par Gaucher, qui est le désenchantement du monde. C'est-à-dire que à partir du moment où on a partie des populations occidentales a abandonné ces religions, si vous voulez, le substitut de la religion a été la croyance euh, en la science, entre autres, hein, parce que là, c'est la science où, enfin, ce que les gens imaginent être la science. Il y a des domaines qui ont atteint un degré de religiosité qui fait que, effectivement, si vous n'êtes pas d'accord, c'est sacrilège. Donc, c'est vraiment de la religion. Et bien entendu, vous trouvez des gens qui vous diront, mais ça c'est la science, si vous voulez, parmi les gens qui n'ont pas la moindre idée, qui n'ont jamais fait de science de leur vie, parce que s'ils en avaient fait un petit peu, vous savez que la science fait quelque chose qui change tout le temps et Mhm. que la science ne progresse que par la confrontation des idées, c'est la dialectique, c'est vieux comme le monde, hein. Ouais. Donc, mais là, il y a des domaines dans lesquels vous ne pouvez plus, donc c'est plus accessible, et donc, parce que c'est pas accessible, vous retombez dans les moments de grandes croyances religieuses. Donc, le communisme a fait partie de ça, hein. C'était remplacer les églises. C'était très intéressant, d'ailleurs, quand on faisait pour ça, il y a certains avantages, finalement, à être vieux. Si vous voulez, moi, je me rappelle, je regardais qui était athée dans le monde. Alors, l'URSS étaient tous considérés comme athées. Et si vous revenez maintenant en Russie, c'est un des taux de croyances religieuses les Oui. plus élevés du monde, 95% de religieux. Donc vous voyez, c'est le pouvoir qui allait, il y avait une religion de substitution qui était le marxisme. Et moi, j'avais des copains qui étaient des communistes, qui étaient aux jeunesses communistes, ils disaient, mais c'est une science, le marxisme, c'est pas du tout une philosophie, c'est une science. Voilà, c'est comme ça, on n'a pas à le discuter, c'est la science moderne. Ouais. Et donc, c'est très intéressant et du coup, un certain nombre de phénomènes qui étaient des phénomènes religieux, comme la providence, si vous voulez, comment peut-on attendre la providence, ont été remplacés par la croyance en la science. Et donc, par exemple, là, on disait, écoutez, oui, c'est terrible, vous allez voir, dans une catastrophe extraordinaire, ça n'a jamais été une énorme catastrophe, ça, hein, non. Je rappelle que la moitié des morts avaient plus de 85 ans quand même, hein. Donc, quand on Ouais. a fait des vaccinations généralisées chez les enfants, on savait que en dessous de 50 ans, il n'y avait que des enfants qui avaient des gens qui avaient des comorbidités, trisomiques en particulier, ou les immunodéprimés, qui mouraient, et il y en avait un sur 10 000 infectés qui mourait. Donc, c'était pas vrai. Et on le savait depuis le début, hein. On le savait depuis la première épidémie dans le bateau japonais. On savait que les gens qui étaient jeunes. On a eu une épidémie sur le porte-avions français aussi. Il y a eu zéro mort, hein. Donc, il- tout ça, cette peur généralisée, et puis deux, qu'est-ce qu'on va faire devant cette nouvelle peste, si vous voulez? Eh bien, on va prier pour pouvoir avoir un vaccin qui va être une baguette magique, on va vacciner tout le monde. Et je vous assure, nous, on n'a pas voulu du tout empêcher le développement du vaccin. Les gens, moi je suis contre les obligations vaccinales, à part quand il y a des choses qui sont démontrées, où on a pris le temps de démontrer qu'il y avait quelque chose. Mais on a été le premier centre à Marseille à ouvrir un centre vaccinal. Vous savez, il y a des gens qui pleuraient de joie quand on les vaccinait. Il y a une telle terreur qui avait été Mhm. mise en place. Donc il y avait des gens qui voulaient pas, mais à côté de ça, il y a des gens qui étaient prêts à tout pour être vaccinés, qui se bousculaient parce que au début, on disait qu'on vaccinait les plus de 70 ans. Et donc il y avait des gens qui demandaient des passe-droits, si vous voulez, pour pouvoir être vaccinés avant 70 ans. Donc il y a eu tout un phénomène social qui est le vaccin était la providence. Donc c'est une évolution de la société. Moi, j'espère bien que les gens prendront la réflexion là-dessus, qui témoigne d'une part qu'on on est une société un peu désenchantée qui a peur. Oui. Oui. Mhm. Et donc, il y a ce jeu. Il y a des puissances financières qui n'ont jamais existé. Il n'y a jamais eu l'équivalent de ça financièrement dans toute l'histoire de l'humanité. C'est jamais arrivé. C'est-à-dire que vous avez
les fonds de pension BlackRock. BlackRock et BlackRock. Vanguard. BlackRock, c'est le troisième budget mondial après les États-Unis et la Chine, avec une disponibilité qui n'a rien à voir. Donc, ils peuvent tout acheter. Vanguard, c'est la septième. Et BlackRock et Vanguard sont des actionnaires majoritaires, sont des actionnaires de l'industrie pharmaceutique et de Elsevier. Et donc, après, KKR est un autre fonds de pension dans lequel Oui. Niel est Ouais. très investi, qui a aussi Le Monde et qui a Nature. Vous voyez. Tout ça, c'est un tout petit monde dans lequel tout le monde se tient par la barbichette quand même, hein. Mhm. Donc, Mhm. mais avec des niveaux financiers qui sont inouïs, spectaculaires. Et donc, je ne sais pas comment. Alors, ils essaient de faire ça aux États-Unis. Je ne sais pas s'ils arriveront à le faire. Ils ont l'air motivés. Comment on bloque ça et comment on bloque des conflits d'intérêts de cette nature-là? Je vais vous donner un exemple pour Oui. les États-Unis Ouais. parce que au moins on le voit aux États-Unis. En France, on n'a pas ça et je doute qu'on l'ait un jour. Mais vous voyez, moi, ce que dit Kennedy m'intéresse. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais enfin, il y a des choses qu'il dit qui m'intéressent. En particulier, il s'attaque beaucoup au lobby pharmaceutique et je crois qu'il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment lutter contre les conflits d'intérêts. Et il y a eu deux interventions majeures. Vous savez, parce que la vie est drôle, quand même. Il suffit Mhm. de fouiller un peu. Mhm. Et je pense que les gens manquent un peu de lucidité. Il y a eu deux interventions majeures, l'une qui était honteuse, c'est-à-dire sa cousine germaine Sa qui dit cousine qui oui, Sa l'a cousine menacé. qui l'a menacé, oui. Mhm. sale type, c'est un prédateur, il est toxicomane, etc. Caroline Kennedy. Et puis les gens ont commencé à fouiller Caroline Kennedy. Alors bien sûr, elle était pour Biden parce qu'il avait nommé ambassadrice En en Australie. En Australie. Australie. Et puis les gens ont regardé comment était sa fortune. Elle a 6 millions d'actions dans la Big Pharma. Oui, donc on retrouve les conflits d'intérêts, toujours. Toujours. Alors, peut-être que c'est être complotiste. Après, le plus agressif de tous les sénateurs, ça, c'était vraiment une surprise. C'était Bernie Sanders. Alors Bernie Sanders, il est présenté comme dans notre presse, et dans la presse américaine, comme le type d'extrême gauche, anticapitaliste, etc. Oui. Et donc, moi, je Ouais. m'attendais au contraire à ce qu'ils disent, enfin, il y a quelqu'un qui s'attaque au capital le plus monstrueux, qui est celui des fonds de pension et de la presse et de l'industrie pharmaceutique. Et pas du tout, il est d'une agressivité extraordinaire. Et il faut le regarder, parce que ça a été filmé. Il y a Kennedy qui dit, mais Monsieur Sanders, vous avez reçu 1,5 million de l'industrie pharmaceutique, vous. Et Sanders dit, non, non, pas du tout. Il dit, ici, pour l'élection, il dit, non, mais c'était pas directement l'industrie, c'était tous les employés. C'est pour pas qu'il y ait un bloc, c'est tous les employés Qui avait de reçu. Qui l'industrie avait reçu. pharmaceutique qui lui faisaient des dons, trucs, mais la totalité. Et donc, c'est le troisième président de l'histoire des États-Unis, le troisième candidat à la présidence des États-Unis qui a reçu le plus d'argent de l'industrie pharmaceutique. Le premier, de très loin, bien sûr, c'est Biden. Le deuxième, avec ses deux élections, c'est Trump. Et le troisième, c'est Bernie Sanders. Vous voyez, donc il faut se méfier des faux gentils. Oui. D'accord? C'est Oui. pas des gentils. Voilà. Ouais. Donc c'est très frappant de voir, voilà, ceux qui ont été le plus opposés. Bien sûr, vous demandez pourquoi ils se mettent dans un état pareil quand on leur dit il faut arrêter de faire du bullying. Enfin, il faut leur appliquer des règles normales et pas leur donner des règles comme si c'était des bienfaiteurs de l'humanité. Moi, j'ai Mais- fait un tweet récent hier en disant, vous savez, si on accepte de regarder les choses banalement, j'ai été médecin pendant très longtemps, donc ce qui m'intéresse dans l'évaluation thérapeutique, c'est est-ce que les gens meurent ou est-ce qu'ils sont vivants à la fin. Après, il y a toutes sortes d'autres phénomènes qu'on peut, mais ceux qui sont finalement incontestables, c'est la mort. Oui, Il y a Oui, quand même eu c'est. deux histoires récentes sur la mort aux États-Unis, celle de Vioxx avec Merck, Mhm. d'accord? Mhm. Et Merck, Vioxx avec Merck, c'est 50 000 morts. D'accord? C'est prouvé, ils ont payé 4 milliards de dollars, personne en prison. Mais dites, on est en train de parler de crimes contre l'humanité. Oui. En Oui. Ukraine, où il y a eu 28 000 civils morts, là on parle de 50 000, il n'y a personne n'est en prison. La crise des opioïdes Des opioïdes, oui, Les c'est oxycontin, opioïdes, j'allais y venir d'ailleurs. Ouais. 500 000 morts. C'est autant que Hiroshima et Nagasaki. Non, mais vous voyez, encore une fois, c'est sous nos yeux, ça. Personne voit ça, quoi. On peut déclencher un truc où il y a 500 000 morts et il n'y a pas un type en prison. Alors là, quand même, ils ont été pénalisés de 6 milliards, un peu plus, pour d'où, mais la Cour suprême a refusé le verdict en disant c'est pas possible que personne aille en prison. Donc ça va être jugé. Donc ça ne peut pas faire l'objet d'un accord sans que personne aille en prison. Quand même pas 500 000 morts, quand même. Et donc, comment
on peut continuer à se faire traiter de complotiste. Il me dit, attendez, il faut regarder. Vous savez, ces gens, c'est pas des bienfaiteurs de l'humanité. Bill Gates, il a doublé sa fortune depuis qu'il fait de la philanthropie. C'est pas un bienfaiteur de l'humanité. C'est un type qui a trouvé comment gagner du pognon. C'est tout. Moi, j'ai rien d'ailleurs contre le fait que les gens gagnent de l'argent, mais je veux pas croire qu'ils gagnent de l'argent pour me faire plaisir. Enfin, je ne crois pas. Est-ce que l'intérêt de l'industrie pharmaceutique, justement, c'est encore notre santé? Ou ça l'est plus du tout? Écoutez, c'est compliqué. Moi, je trouve, sur ce que j'ai vu, moi, les grands progrès médicaux que j'ai vus ont été beaucoup plus, au XXIe siècle, hein, ont été beaucoup plus techniques que médicamenteux. Des progrès médicamenteux, il y en a très peu, pour une raison qui est une raison simple, c'est que, moi, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer depuis le départ, je ne sais pas si c'est très facile à comprendre, tout notre modèle de développement occidental était basé sur le progrès et l'innovation. Et ça, la traduction de ça, c'est le principe du brevet de Watt, c'est-à-dire un brevet, ça vous donne le monopole d'exploitation de quelque chose pendant 20 ans, à condition que vous le rendiez public, mais au bout de Mhm. 20 ans, tout le monde peut l'utiliser. Alors ça, tant que vous êtes dans une course à l'innovation, ça marche. Euh, Mais quand dans un domaine, il n'y a plus rien à inventer, ou bien alors quand vous, ce qui est le cas en grande partie de la chimie et donc des médicaments. Depuis 100 ans, qu'on fabrique des médicaments, on a maintenant un capital de De molécules qui molécules. est De extraordinaire. molécules. Ouais. Et les molécules, c'est éternel, il n'y a pas d'obsolescence. Donc ça marche très très mal avec le brevet. Et donc, ces molécules, l'idée que ces molécules, qui sont la plupart du temps issues de produits naturels, n'ont qu'une fonction, est un fantasme. C'est pas vrai. Elles sont toutes multifonctionnelles. Et donc, on peut parfaitement utiliser ces molécules à d'autres choses que ce pourquoi elles ont été découvertes. C'est ce qu'on appelle la reconversion des molécules ou et donc, si on admet ça, ça veut dire que on va plus gagner d'argent avec la créativité moléculaire. Fin de Et l'industrie. donc Fin ça, de c'est l'industrie. Les Chinois qui sont arrivés après nous, ne sont pas du tout dans le même système, ils sont beaucoup plus dans ce système-là, c'est-à-dire qu'ils testent les molécules dont on sait qu'elles ne sont pas toxiques, ce qui était le cas de l'hydroxychloroquine, c'est une molécule Ouais. qui a Ouais. 70 ans, donc on sait que c'est pas toxique, et donc si on peut l'utiliser pour autre chose, tant mieux. Au moins, tous les tests de toxicité ou les toxicités qu'on va découvrir par hasard, comme avec les vaccins actuels, parce que c'est des événements qui sont plus rares ou des événements auxquels on n'avait pas pensé, on sait qu'on les aura pas. Et donc de faire croire l'inverse, c'est une chose extraordinaire. C'est-à-dire de faire croire que des molécules qui ont été testées des milliards de fois sont toxiques et que celles qui n'ont pas été testées ne peuvent pas être toxiques, si vous voulez, et d'arriver à faire croire ça aux gogos, c'est extravagant. Et quand je dis les gogos, c'est tout le monde quand même qui a cru un truc pareil. Mais vous avez quand même le président, c'était le président de l'OMS, si je dis pas de bêtises, un Éthiopien qui, lui, vous répétez souvent cette anecdote, a consommé l'hydroxychloroquine toute sa vie et qui déclare que pourrait être toxique. Oui, oui, non seulement il déclare, mais il demande qu'on arrête tout, même les essais. À la suite du Lancet Gate, là, du truc du Lancet, qui était un faux grossier. Enfin, moi, il m'a fallu le lire une demi-heure pour me rendre compte que c'était entièrement faux. C'était pas possible, c'était faux. Vous savez, il mettait que les facteurs de risque étaient les mêmes en Afrique, aux États-Unis et en Inde. Alors, quand même, l'obésité n'est pas exactement la même partout, Ouais. le tabac, Oui. c'est pas le même partout. Donc, il mettait pareil partout, 1 ou 2% près. Donc, vous voyez, c'est un type qui, sur un bord de table, a mis, tiens là, je mets 3%, là, je mets 2,5%. Enfin, c'est pas possible. Moi qui suis allé dans ces pays, je peux vous dire à vue d'œil, mais c'est pas vrai. Non, non, c'est faux. C'est faux. Personne ne pouvait croire ça. Et en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est pour ça que les gens de Elsevier ne m'aiment pas beaucoup. Il se trouve que j'étais, moi, consultant éditorial du Lancet à l'époque où le Lancet était encore à peu près sérieux. Il y avait déjà des choses un peu étranges, mais c'était à peu près sérieux. Euh, c'est, euh, J'avais reçu, moi, en même temps que eux ont reçu ce papier, ils ont reçu un deuxième papier qui comparait dans le traitement, parce que l'hydroxychloroquine, ça se donne beaucoup dans les maladies immunitaires, hein. Dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie extrêmement fréquente, et donc les rhumatologues du monde se sont posés la question de la toxicité de l'hydroxychloroquine, et ils ont fait une étude sur
un peu moins d'1 million de personnes qui avaient pris l'hydroxychloroquine et 5 ou 600 000 qui avaient pris le traitement alternatif qui était un sulfamide pour regarder s'il y avait des morts subites chez les gens qui prenaient de l'hydroxychloroquine. Ils ont regardé à 30 jours, zéro. Nous, on proposait 10 jours, zéro. Donc, dans le Lancet, ils avaient ce Mm. papier qu'ils ont rejeté, qui a été publié après dans un sous-Lancet, qui s'appelle Lancet Rhumatologie, donc on peut le regarder, hein. Et moi, j'avais Ouais. envoyé un papier sur notre deuxième série de 3000 cas traités par hydroxychloroquine Covid qui n'ont pas fait reviewer, ils l'ont rejeté directement. Donc, vous voyez bien que le Lancet Mm. savait très bien que c'était pas vrai. C'est pas possible qu'il ne le sache pas. Vous voyez? Ouais. Donc, Ouais. c'est une manipulation purement et simplement. Donc, effectivement, ça posera un problème, ça pose et ça posera un problème de voir qu'il s'est passé la même chose dans la presse scientifique qui s'est passé dans la presse générale, c'est-à-dire une censure. Moi, j'ai vu ça pour le British Medical Journal, par exemple, ça m'a beaucoup amusé parce qu'il y a maintenant des sites de préprint, c'est-à-dire vous déposez Vous l'article déposez Vous l'article. et déposez ensuite l'article. l'article est publié. Eh bien, on a vu 2 articles du British Medical Journal, si vous voulez, où il y avait des conclusions euh, qui étaient différentes de celles du préprint. C'est-à-dire qu'ils les ont forcés à changer À leurs modifier. conclusions. À modifier. Et très souvent, c'est un phénomène qui s'est beaucoup développé, qui est un phénomène de tricherie de l'industrie de la publication. Très fréquemment, l'abstract, maintenant, ne dit pas la même chose que le texte. Ouais, c'est Ouais, Et il faut aller regarder le texte et les suppléments du texte pour voir ce qui est la réalité et pas l'interprétation qu'il y a dans l'abstract. c'est un détournement complet du travail de. Complètement. de C'est suite. plus de la science du tout, c'est de la propagande. Et donc, ça pose un véritable problème. Encore une fois, hein, je pense que euh, Kennedy est tout à fait lucide, puisque si vous voulez que ce soit l'Oxycontin ou le Vioxx, quand même, le Lancet et le New England ont joué le jeu. Ouais. Ouais. Après, ils ont dit, oh là là, on a fait une erreur, on l'a pas vu. Mais ils ont fait la promotion de tout ça sans arrêt. Vous savez que même pour je l'ai posté, ça aussi, même pour le Vioxx, le Merck a créé avec Elsevier pour l'Australie un journal spécial, un faux journal pour faire la promotion du Vioxx. Oui, mais c'est du market. On est dans le marketing. On est dans le marketing. Ah oui, oui, non, mais ça n'a plus rien à voir avec la médecine ni avec la science, plus rien. Mais surtout, mais le problème, tant que c'est des gadgets que vous faites, je m'en fiche un peu, c'est pas mon problème, je suis pas concerné. Mais là, le problème, c'est que vous arrivez à dissimuler avec ça des effets secondaires qui ont des conséquences. C'est quand même 50 000 morts, je vous dis. Vous voyez, je sais pas, les chiffres que donne l'Ukraine pour les civils, c'est 30 000 morts Ouais. en 3 ans sur les civils. Là, on parle de 50 000, voire de 500 000 quand on parle de la crise des opioïdes déclenchée par l'Oxycontin et qu'on a donné aux gens en disant il faut 7 jours pour devenir addict à l'Oxycontin. On devient, au bout de 7 jours, on est addict à la morphine. Est-ce qu'on peut s'attendre aux mêmes conséquences pour ce qui a été le cas, par exemple, des vaccins comme AstraZeneca, Pfizer, pour lesquels on n'a pas suffisamment de recul, c'est clair. Est-ce qu'on peut attendre des conséquences qui iront jusqu'à des procès et finalement la mise la mise en cause de la vie de personnes sans aucun recul? Ah ben, moi, je suis convaincu que ça existera aux États-Unis. Après, nous, chez nous, si vous voulez, les couvertures sont de tel niveau que j'en sais rien du tout. Ensuite, je ne prédis pas l'avenir. Pour AstraZeneca, oui, ils sont attaqués. Encore une fois, même si les gens vous disent, mais regardez, il n'y a pas de preuve que les vaccins trucs, quand même, AstraZeneca, il a retiré son vaccin. Janssen a retiré son vaccin, quand même, parce qu'il savait tout le monde savait ce que ça faisait. Et les gens attaquaient. Donc, nous, le premier accident AstraZeneca par thrombose de la veine caverneuse, on l'a eu au bout d'une semaine. On a eu une étudiante qui a perdu la vision d'un œil parce qu'elle avait une thrombose veineuse qui a été parfaitement identifiée et connue. Moi, j'ai regardé la littérature, il y en avait déjà 7 ou 8. Moi, je l'ai dit sur ma chaîne. Et je me souviens, j'ai eu un de vos collègues journalistes qui me dit, mais enfin, vous pouvez pas conclure à propos d'un cas. Au moment où je disais ça, il y avait déjà, AstraZeneca avait déjà retiré le vaccin quand même, hein. Ouais. Et nous, la moitié des vaccins qu'on a fait au début, c'est l'AstraZeneca. Donc on sait que ce vaccin n'a été pas bien testé, on sait qu'il était dangereux, et donc on a fait un vaccin dangereux avec toute la presse qui disait mais non, c'est pas dangereux. Et quand vous disiez mais attendez, regardez les trucs, non, non, c'est pas vrai. Les centres de pharmacovigilance n'avaient rien vu. Donc là, vous avez la preuve, c'est pas compliqué. Vous voyez, si ça a été
retirer. Les premiers qui l'aient vu, c'est les Danois. Souvent, ils ont un système de santé publique extrêmement efficace. Ils ont arrêté. Et nous, après les Anglais ont arrêté, alors que c'est le vaccin de chez eux, hein, c'est un vaccin anglais. Et nous, on a arrêté après eux quand même, hein. Mhm. D'accord? Et donc, et on avait encore les journalistes qui disaient, mais non, c'est pas vrai, alors que sur BFM TV, Mhm. qui, Ouais. qui véhicule la vérité, euh, euh, BFM TV, V à la fin, ça doit vouloir dire vérité, ça doit être un acronyme pour. C'est ça qui dit la vérité. Ouais. Et donc, c'est frappant, il disait ça. Donc, et vous voyez, c'est une des raisons pour lesquelles je ne veux pas trop discuter avec les journalistes de cette nature, parce que qu'est-ce que vous voulez dire à quelqu'un qui est si ignorant et d'aussi mauvaise foi? Vous savez, j'avais un autre couillon là qui m'expliquait la vaccination, qui est un des grands triomphes de Bill Gates, si vous voulez. Bill Gates a voulu s'attaquer à deux choses. Mais Bill Gates, c'est pareil, c'est un type qui fait du fric et des jeux vidéo. C'est pas un docteur, c'est pas un épidémiologiste, à part il fait des documentaires pour faire croire que c'est un petit génie. Mais moi, comme je ne connais pas bien l'informatique, je ne sais pas si c'est un génie, mais pour la médecine, il est nul. Mhm. Donc, il a voulu Mm. s'attaquer. Alors, il dit, moi, je vais m'occuper. Le plus gros problème, c'est le paludisme. Donc, le paludisme, je vais faire un vaccin qui va marcher. Alors, le paludisme, je vais vous dire, vous pouvez pas faire de vaccin pour le paludisme et qui marche pour une bonne raison, c'est que si vous avez quelqu'un qui vit en Afrique, euh, il peut faire des paludismes quand il est jeune, il est traité, ce qui lui évite de faire des formes graves, mais il acquiert une immunité en particulier qui est entretenue par le fait qu'il continue à être piqué par des moustiques qui sont infectés. Et donc, il fait plus de paludisme. Mhm. Et donc, Mm. dans les pays qui sont endémiques, c'est les enfants qui font des paludismes graves. Mais un de mes grands amis, qui malheureusement est mort, donc Hugo Baradumbo, était le grand spécialiste de l'évaluation qui était malien, des grands spécialistes de l'évaluation des vaccins du paludisme. Et on avait des conversations très chaudes, et très amicales, parce que je lui disais, tu n'en trouveras jamais pour une bonne raison. Et il est venu en sabbatique chez moi pendant un an, et je lui ai dit, tu sais bien que tous les gens, nous on savait ça avec les Comoriens, parce qu'il y a beaucoup de Comoriens à Marseille. Et donc quand ils ont passé 3 ans à Marseille, qu'ils vont aux Comores, ils chopent le palu, ils reviennent avec le palu. Alors qu'ils faisaient plus de palu, et ils sont surpris, ils prenaient pas Ah de oui, bah oui. prophylaxie. Oui, bah oui. Ouais. Dit le palu, je l'ai déjà eu, je vais plus l'avoir. Si, si, parce que l'immunité, elle dure. Et donc, à la fin, Hugo, il m'a dit, écoute, j'étais même optimiste, c'est pas 6 mois, c'est 4 mois. Au bout de 4 mois ici, je suis retourné, j'ai fait un palu. Et il avait plus de 50 ans. Ouais. Hein, donc, Ouais. si vous n'arrivez pas à garder une immunité après des infections naturelles, si vous voulez, comment voulez-vous garder une immunité? Vous le voyez bien avec la grippe tous les ans. Ça change, et tous les ans, vous êtes obligé de le refaire. Donc, si vous voulez, c'est des objectifs, ça. Après, tout le truc du paludisme, si vous regardez ça de manière lucide, tout le monde peut regarder ça, hein. Regardez le nombre de palus maintenant et il y a 20 ans, quand l'OMS et Bill Gates se sont mis à rollback malaria, Mhm. eh bien, Mm. le nombre de palus a un peu diminué et il est au même niveau qu'il y a 30 ans maintenant, pareil. D'accord? Ce qui a diminué, c'est la mort. Et la mort, c'est pas l'industrie pharmaceutique, hein. La mort, c'est une chercheuse chinoise Mhm. qui a fait Mhm. comme pour la chloroquine, qui venait de la quinine, qui a été utilisée depuis des centaines d'années au Pérou. Bien là, c'est une chercheuse chinoise qui a pris l'artésimide, enfin, et qui savait qu'on traitait les fièvres avec ça, et qui a mis ça au point à l'époque du président Mao pour les Vietnamiens qui faisaient du paludisme et qui n'avaient plus accès aux médicaments. Et Ouais. donc, c'est une chercheuse chinoise du temps de Mao qui a révolutionné le paludisme. C'est elle. Ouais. C'est pas l'industrie Euh, pharmaceutique. Est-ce que... D'accord? Est-ce que... Donc, ça, c'est la réalité. Et c'est pas Bill Gates. Voilà. Donc, ça marche pas, le truc de Bill Gates. Pas plus que la poliomyélite. Il a essayé d'éradiquer la poliomyélite, moyennant quoi il a fait avaler des centaines de millions de doses de virus vivants, alors que tous les pays modernes ont éradiqué la poliomyélite par des virus tués, par injection, c'est le DTP, et ça a disparu, ça avait disparu partout, mais grâce à cette campagne forcenée d'utilisation des virus vivants, De Bill Gates. ça, De Bill c'est Gates. maintenant les virus vaccinaux qui représentent pratiquement tous les cas de poliomyélite à la surface de la Terre, qui sont réapparus. Maintenant en Europe, en Amérique du Sud, vous avez vu en Israël et dans la bande de Gaza, Mhm. il y a eu un paludisme, il y a eu une polio, il ne faut pas le dire, mais c'est une polio vaccinale, c'est parce qu'ils vaccinent comme des malades là-bas avec du vaccin vivant. Ça, D'accord? Ça, Donc, c'est... Ouais. oui, je disais, c'est le modèle occidental qui a voulu s'imposer un petit peu au reste du monde et qui a finalement amplifié le phénomène. Euh,
Oui, je ne sais pas si c'est le modèle occidental, c'est un modèle de dingue, c'est des fous. C'est des fous, c'est pas. Et des fous, il y en a partout, soyez pas racistes. Il y en a pas qu'en Oui, Occident, oui, non, mais attendez. justement, évidemment, mais justement, Chez nous, ça se voit plus parce qu'ils ont plus de pouvoir. Enfin, c'est juste des fous. En France, il y a 30% des gens qui n'arrivent pas à lire et à comprendre une page écrite. En France. D'accord? On est, actuellement, je sais pas, autour de la 30e place mondiale pour la capacité à lire.